Dernière session, puisqu'on est arrivé au moment de la mort tragique de Bloch lors de la session précédente et qu'on a discuté la question de la résistance et la question de l'engagement, qui reviendra d'ailleurs peut-être à travers les problèmes d'interprétation et de réception. Cette dernière partie de notre réflexion autour de l'historien dans la cité va porter sur des questions de réception, successivement autour de la question de l'étrange défaite, de la présence de Bloch dans la mémoire historienne et d'un cas particulier avec lequel on tenait à finir, qui est Bloch à l'université de Strasbourg. Alors je donne tout de suite la parole tout d'abord à Jean-Marc Largeau, qui est professeur à l'université de Tours, pour parler de l'étrange défaite, à la fois du livre et de sa postérité. Merci beaucoup. Alors c'est un redoutable honneur que d'avoir à parler de l'étrange défaite après tout le monde. Je veux dire par là qu'il y a des choses que je ne répéterai pas, qui vont de soi, l'identité juive, etc., de Marc Bloch, tout ça est connu. Je vais aussi préciser que c'est un travail au long cours dont je vais parler, c'est-à-dire que j'ai commencé il y a fort longtemps à m'intéresser à ce qu'était l'état-major de la première armée. Et je souhaiterais aussi dire tout de suite que l'étrange défaite mériterait une édition critique. Et je sais que j'avais su par Étienne Bloch, dont je vais utiliser des éléments qu'il m'avait donnés en temps et heure dans sa correspondance et dans des rencontres qu'on avait eues. Il faut comprendre que l'étrange défaite, aujourd'hui, c'est pas seulement le témoignage, c'est aussi autre chose. Et moi, je ne parlerai évidemment sur le fond que du témoignage, mais il faut tenir compte de l'ensemble. Alors, si vous voulez, le premier problème qu'on a, c'est que le titre n'est pas de Marc Bloch. Le titre n'est pas de Marc Bloch. Le titre, c'est témoignage. On le voit dans les notes, on le voit dans... Et il y a aussi les notes de l'étrange défaite dont je parlerai à la fin. Si le livre paraît sous le nom d'étrange défaite, c'est parce que le président Albert Lebrun avait publié un bouquin qui s'appelait Témoignage et que les résistants qui avaient accompagné Marc Bloch n'avaient pas donc voulu réutiliser le titre, peu importe. Le titre, d'ailleurs, que je sache, n'a pas toujours plu. Je sais qu'Étienne Bloch m'avait dit qu'il avait essayé une fois de le modifier. Et donc, finalement, il avait renoncé en se disant qu'au fond, il y avait déjà une notoriété certaine et que ce n'était pas la peine, quoi. Alors, le contenu lui-même a évolué. Alors, on a là, on voit que je travaille à la BNF, je veux dire par là que ça, c'est une photo d'écran. Donc, c'est la photo, tout à l'heure, j'étais content de voir dans le PowerPoint de Nicolas Offenstadt, donc la vraie couverture aux couleurs. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est montré ici, c'est-à-dire l'œuvre de Marc Bloch. Et d'ailleurs, il y a des articles dans les Annales, et il est fondateur de la revue de synthèse. Enfin, je veux dire, on voit bien qu'il y a un certain flottement dans la caractérisation de la carrière de Marc Bloch. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce livre a évolué. Alors, il a évolué en plusieurs étapes. D'abord l'édition de 1957, ensuite l'édition de 1990, et enfin l'édition de 2006. L'édition de 90, c'est donc en fait la plus complète en réalité aujourd'hui, et c'est surtout, comme je me suis bagarré avec les gens de la BNF qui m'ont dit non, si vous voulez citer Marc Bloch, il faut toujours choisir l'édition la plus courante. Très bien, donc je discutais sur le E majuscule et le D majuscule qu'on rencontre partout, mais qui en réalité n'existe pas. Donc ce plan de l'édition 90 est intéressant. Il est intéressant parce qu'il reproduit la première partie, le témoignage, mais aussi donc on a les écrits clandestins qui font donc une seconde réapparition, parce qu'ils en avaient déjà eu en 57, mais là ils sont complétés, et on réimprime l'avant-propos d'Altman, et on rajoute des annexes. Les annexes ils sont ici à droite, et ces annexes, c'est les citations militaires, le rapport très intéressant de Marc Bloch sur les ravitaillements de la première armée, tout ce qui concerne le GIF, bon voilà. Donc si vous voulez, l'étrange défaite, et ça pose un problème parfois pour ceux qui lisent vite, c'est quelqu'un qui va vous dire oui, Marc Bloch dit ceci, mais on va faire référence à un texte de 43. Non, ça, pour moi, ça colle pas. Donc, mais il faut quand même le rappeler, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors, ce qui s'est produit, c'est que, comme ça a été dit tout à l'heure par Cécile Vast, et là je vais utiliser les chiffres d'Étienne Bloch, les chiffres qu'il m'avait donnés, et alors si vous voulez, en gros, les premières éditions de Bloch, en réalité, c'est Franc-Tireur. Il y a eu 2 tirages, dont une partie n'était pas vendue, d'ailleurs, en 1952. J'ai les chiffres exacts.
il y a aussi après donc Albin Michel qui a récupéré le stock, qui ensuite est donc ce qui a été fait donc après c'est un rachat par Armand Collin, donc troisième éditeur qui intervient, et ensuite c'est Gallimard. Et Gallimard pilonne ce qui reste des trois éditions, il reste 900 volumes, et réimprime L'étrange défaite dans les conditions que je viens de décrire ici. Et ce qui est intéressant de savoir, et ce que m'avait dit Étienne Bloch, c'est que Stanley Hanfmann avait promis sa préface en 1980. Et donc Étienne Bloch m'avait dit en gros, on l'a attendu longtemps, Stanley Hanfmann, quoi. Il a été malade, et puis bon, il y a des tas de circonstances qui font qu'il n'a pas donc pu nous donner la préface avant 1990. Bon. Et puis depuis, c'est un immense succès. Alors je vais prendre des chiffres. Hein. Les 3 premières éditions jusqu'en 90, c'est 15 000 moins 900. D'accord ? Entre 90 et 2005, c'est plus de 30 000. C'est le chiffre d'Étienne Bloch. Et depuis 2005, il y a eu 14 retirages. Si vous voulez, entre 1992 et 2005, il y a eu 7 retirages. D'accord ? Donc on en est, si vous voulez, aujourd'hui à 21 retirages de l'édition de 90. Pour l'édition Quarto, je ne sais pas. Je n'ai pas les chiffres, bon, donc je passe là-dessus. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on voit bien, les chiffres le montrent, c'est une reconnaissance très tardive. Hein. Ça avait été dit par Cécile Vaste à juste titre tout à l'heure, et je ne peux que répéter ça. Reconnaissance tardive, mais quand même, voyons un peu ce qui s'est passé en 1946, si vous le voulez bien, et ça sera la fin de mon introduction. Le livre ne passe pas inaperçu. J'ai fait l'inventaire jusqu'à présent. Il y a à peu près une douzaine de recensions, dont 3 importantes. Celle d'Aron, celle d'André Rousseau du côté, on va dire, de la résistance. Alors, Aron, c'est la France libre. Hein. André Rousseau, c'est la résistance, on va dire, hein, résistance centre-droit. Bon. Et il y a Georges Montgrédien, historien, les modernistes le connaissent. Et Montgrédien fait un papier, d'ailleurs mi-figue, mi-raisin, en montrant, et c'est le seul à le dire, hein, que Marc Bloch n'a pas de source. Donc il parle de chic. Hein, d'accord. Bon. Alors, cette reconnaissance, j'ai mis ici le texte du Monde de décembre 1946. Voilà, ça c'est typiquement ce qu'on va trouver, c'est-à-dire on va trouver Marc Bloch, donc l'hommage aux résistants, les causes profondes du désastre, et on essaye de caractériser les observations de combattants. Il a transcendé ses impressions personnelles, penseur, observateur, véritable historien. Ensuite, la fin, c'est le documentaire pathétique, l'examen de conscience collective, la méditation objective et fécondante, et le message d'outre-tombe. Quand Valérie Teiss m'avait demandé si je maintenais mon titre, j'ai dit oui, non. Ah si, je vais maintenir mon titre. Parce que pourquoi j'ai hésité, je vais vous le dire. J'ai hésité parce que je voulais reprendre la fin d'une critique anonyme et c'était un livre encourageant. Donc voilà, si vous voulez. Donc je crois que un livre encourageant, je me disais si je mets ça comme titre, ça va pas passer. Hein. Donc bon. Alors on va encore une plaisanterie ou un canular. Alors si vous voulez, donc dont je suis coutumier par ailleurs. Mais ça c'est un autre problème. Alors ça c'est une question qu'il faut maintenant voir. Si vous voulez, on l'a dit, mais il faut le répéter. L'étrange défaite est un texte très autobiographique. Et je reviendrai sur cette dimension tout à l'heure. C'est en même temps aussi une critique donc, de ce qui s'est passé. Et il faut le voir donc, de ce côté-là d'abord. Alors, si vous voulez bien, on va parler de l'expérience et du témoignage. Alors d'abord, en rappelant que Bloch, il a réfléchi toute sa vie sur le témoignage. Hein. Et donc là, on a un point de vue de témoin oculaire, un point de vue de poilu d'abord. Hein. C'est un point de vue de poilu, Bloch. Je veux dire, dans l'étrange défaite, c'est d'abord ça. C'est pas seulement parce qu'il a souvenir de la Première Guerre, des combats, etc. Il n'a pas pardonné au haut commandement français le coût humain des opérations militaires de 14-18. Ça, c'est clair. Il faut quand même se rappeler que sur la partie du front français de 14-18, on a plus de morts et de blessés et d'estropiés que les Allemands sur l'ensemble de leur front. Hein, d'accord ? Donc, ce qui montre un problème technique quand même assez important. Donc, deuxième point là-dessus, Marc Bloch sait comment la guerre s'écrit. Il a écrit, donc ça a été rappelé, des historiques. Il a écrit
des citations, il sait comment la guerre s'écrit, de façon générale. Je veux dire, je suis allé vérifier en AB19, il y a aussi, il a lui-même gardé des textes qu'il trouvait importants pour diverses raisons, et qui étaient des textes nettement militaires et à caractéristiques de scrognonieux, si on voudra, mais en tout cas très clairs et en tout cas très, très bien pensés, puisque Marc Bloch dit à garder, parce que pour un très bon historique, à garder, quoi, hein. Donc, et Marc Bloch savait là-dessus faire le départ, c'est-à-dire ce qui est intéressant, ce qui l'est moins, hein. Donc il est rompu à ça de façon donc, très claire. Il a aussi enseigné la guerre, j'ai vérifié en AB19, il y a quelques traces de ça qui subsistent. Et donc, ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'il sait qu'il fait un témoignage, et qu'un témoignage important. Pourquoi ? Parce que toutes les archives ont été détruites. Elles ont été détruites avant Dunkerque. Donc il sait qu'il va être un des rares, hein, à témoigner. Il le sait. Et donc, il choisit donc, mais là il choisit une forme originale, c'est-à-dire réfléchir sur une expérience personnelle. Et cette expérience personnelle, et à ne pas perdre de vue, c'est la campagne du Nord dans un état-major qui était de loin pas le meilleur de l'armée française. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il se décrit comme officier d'état-major, mais il fournit qu'un minimum de renseignements sur le 4e bureau, etc. Il montre le fonctionnement de l'état-major en question, alors il le critique. Alors ce que j'ai fait, quand je dis que ça vient de loin, j'ai sorti tout ce qu'il y avait au SHD, s'il pouvait rester, donc de témoins, ce qui avait été fait tout de suite en 1940, et ce qui a été fait aussi au retour de captivité, parce que l'armée a bon droit à poser des questions aux gars qui rentraient en 1945 en leur disant « Qu'est-ce que vous avez fait en mai-juin » hein. Donc, la comparaison que j'ai faite montre bien, donne entièrement raison à Marc Bloch sous plein de domaines, dans plein de domaines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Marc Bloch est au-dessous de la réalité. D'accord ? Il est au-dessous de la réalité. Alors, c'est donc une source d'histoire militaire. Il va faire donc montrer donc ce qu'est son travail, ce que c'est qu'une défaite, qui sont ses collègues, et donc on a donc des portraits, sur lesquels donc je reviendrai, et en fait il y a des remarques sur la stratégie. Alors, juste ce qui intéresse Marc Bloch, c'est il l'avait déjà vu durant la drôle de guerre. Mais ce qui l'intéresse, c'est de voir le milieu des officiers, de voir comment ils réagissent, et il les connaît depuis longtemps. Ce qui l'intéresse aussi, c'est de voir comment la guerre a été pensée. Là, il y a deux citations, et je passe donc là-dessus. Si vous voulez, il est très clair que Marc Bloch continue à voir à l'été 40 qu'a été les défauts de son état-major. Et il a une tendance à extrapoler à partir de ça. C'est ça qu'il faut absolument comprendre, hein. Et donc, est-ce que ce qu'il a dit est confirmé ? Oui. Voilà, je vais laisser un peu le témoignage du général Priou. Donc, Priou, c'était le chef du corps de cavalerie qui prend la succession de Blanchard à la tête donc, de la première armée le 28 mai 40. Priou est un des très très bons officiers de l'armée française, spécialiste de blindés. Priou donc, vous nous fait une description que Marc Bloch n'aurait certainement pas démenti. D'accord ? Est-ce que ce texte-là est corrobé par d'autres ? Oui. Il y a même bien pire. Si vous voulez, par exemple, j'ai vu, il y avait un téléphone à un moment à l'état-major de la première armée. Un téléphone. Donc, on mange, après une nuit plus ou moins de repos, on mange à 8h ou 9h du matin. D'accord ? Donc, si vous voulez, ce type de détail que Marc Bloch ne donne pas, on le trouve ailleurs, et ça corrobore et ça aggrave plutôt les problèmes donc, de cet état-major. Et il faut comprendre que cet état-major joue un rôle important dans Dunkerque. C'est que les Britanniques ont vu que ça ne collait pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu, par exemple, le 4e jour de bataille, le chef du bureau de bloc, le 3e, qui vient voir l'officier de liaison britannique et lui dit « Oh, on aimerait bien que Lord Gord prenne le commandement ». Donc, si vous voulez, ça, on ne trouve pas ça partout. Le seul, à ma connaissance, à l'avoir un peu dit, c'était Crémieux-Briac en 90. Hein. Mais ce type vous imaginez, des officiers français qui vont trouver des Britanniques en leur disant « Bon, ça va mal, on est mal commandé, aidez-nous, quoi. Trouvez-nous quelqu'un qui nous commande. » En gros, c'est ça. Hein. Bon. Donc, les officiers de liaison britanniques ont confirmé la répartition des tâches, les problèmes, etc. Donc, Marc Bloch cherchait les travers d'une école de pensée militaire, il les a trouvés. Et il les a trouvés parce qu'il les connaissait d'avance. Il les connaissait depuis 1917, 1918, même avant. Et donc, il avait été confirmé par d'autres lectures.
Et donc, les critères de Marc Bloch, ça a été surtout de se dire, bon, il y a les compétents et les incompétents, comment ça se fait que l'éducation militaire ne trouve pas les compétents tout de suite, quoi, hein, bon. Et donc, ces critères donc, sont remarquables. Alors, est-ce que Marc Bloch prend à partie des gens nommément? Alors, à une exception près, il ne donne pas les noms de ses collègues. Moi, je les ai reconstitués avec le tableau de l'état-major, mais qui va que jusqu'en janvier 40, donc je n'ai pas tous les noms. Il donne comme responsable de la défaite, il dit, ça il le dit par contre, il y a Billotte, il y a Blanchard, il n'y a pas Véguin, il n'y a pas Pétain qui sont mentionnés, mais quand même ils sont derrière, quoi. Ils sont derrière comme étant les inspirateurs lointains d'une stratégie qui s'est révélée un peu difficile. Et quand je dis qu'il contrôle son témoignage, il le contrôle vraiment jusqu'au bout. Parce que ce qu'il ne dit pas, et qu'on sait par ailleurs, que moi je sais, et donc que j'ai découvert, c'est qu'en réalité Blanchard commande rien. Qui c'est qui commande la première armée? C'est en réalité son sous-chef d'état-major. Le chef d'état-major, lui, a disjoncté complètement. Donc, il est incapable de rien. Et le sous-chef d'état-major est le véritable chef de l'armée Blanchard. Il s'appelle Vignolles. Bloch le mentionne par allusion, celui qui nous gouvernait alors, à Dunkerque. Et basta, c'est tout. Et bon, il faut savoir qui est Vignolles. Et Vignolles, c'est un prof à l'école de guerre, un breveté d'état-major, et c'est un des membres de la commission militaire à Wiesbaden, donc durant la période de Vichy. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que Bloch voit chez ces gens-là l'incapacité à répondre à une guerre de mouvement, mais il faut comprendre aussi que la campagne du Nord a été extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a 17 divisions allemandes contre 40 divisions alliées, 45 même. Donc, si on compte les Hollandais, les Belges, les Français, les Britanniques. Et ils sont défaits à plat de couture. D'accord? Ils se rembarquent, pour ceux qui peuvent. Et donc, cette défaite-là est due au rythme de la bataille imprimé par les Allemands. Et évidemment, au coup de faux derrière, qui est la percée de Sedan. Alors, Bloch, il faut bien comprendre, n'a pas vu venir ça. Tout ce qu'on connaît de la drôle de guerre, il fonctionne comme tout le monde. Il va y avoir un front continu, il faudra éviter les hécatombes, on va mettre beaucoup d'artillerie, voilà. Donc et évidemment, le choc est d'abord pour lui, dans la campagne des Flandres. Donc, il ne faut pas chercher chez lui un historique, il ne faut pas chercher chez lui les problèmes. Quand il s'intéresse à des problèmes de motorisation, de liaison difficile, etc., de défaillance. Mais en réalité, il ne faut pas s'intéresser, prendre ça au pied de la lettre, puisqu'il n'a pas les moyens, il n'a pas les sources, et surtout, il se tait. D'accord ? Donc, il est très vague, par exemple, sur les unités blindées du corps de cavalerie de Priou qu'il ravitaillait. Il ne parle pas du tout, il parle de Ligny tout à l'heure, on verra, il parle donc du maréchal Ney, etc. Il y avait un dépôt d'essence à Waterloo même, au pied de du Lion, un bataillon, un dépôt de la première armée donc, pour ravitailler l'armée donc, Blanchard. Donc en réalité, il se tait donc, sur l'aviation, il ne sait pas trop, il se méfie des on-dit, d'ailleurs il le dit expressément. Sur l'armistice, il se tait. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il en pense, d'accord ? Donc, bon, voilà. Et donc, et il essaye de montrer le décalage. Et le décalage, c'est la victoire intellectuelle des Allemands, d'une part, et c'est donc la vitesse, d'autre part. En gros, c'est ça. Et là, il y a deux exagérations. Victoire intellectuelle des Allemands, niet. Je veux dire par là qu'il y a un plan, effectivement, extrêmement audacieux, mais qui a été imposé par Hitler à des généraux réticents. Je passe là-dessus. Le signe de la vitesse, par contre, oui, il y avait plus d'entraînement, mais il faut comprendre que l'armée allemande, c'est pas une armée motorisée dans son ensemble, c'est pas l'armée américaine de 1944. C'est une armée qui a des unités hippomobiles en pagaille, autant que la France. Mais par contre, elle emploie les blindés serrés en masse, alors que les Français les disséminent et ils ont des tas de problèmes. Bon. Alors c'est pour ça que le passage célèbre sur l'histoire coloniale, la saga contre le fusil, ça peut pas être... ça irrite les historiens militaires français, ça il faut le dire aussi. Mais bon, donc je passe là-dessus. Donc il faut bien retenir de cet aspect de l'étrange défaite, c'est ce côté, donc je cherche des responsabilités, pas forcément des responsables, je cherche des tips et je cherche un enseignement défectueux qui est celui de l'état-major. Et c'est ça sa cible principale, comme d'ailleurs c'est très clair dans les notes qui subsistent de l'étrange défaite. Et alors, j'ajouterai autre chose si vous voulez, mais j'y reviendrai plus tard, mais je le dis tout de suite. Donc,
Marc Bloch donc, va proposer une analyse donc, du renoncement à la guerre dans la dernière partie en réalité, mais aussi dans une partie de la seconde. Et c'est là que ça a été dit ce matin, et Cécile Vaste l'a encore redit tout à l'heure, a raison, c'est-à-dire c'est là qu'il fait jouer à plein, mais vraiment à plein, tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire histoire des mentalités, tout ce qu'il a appris chez Mauss, Durkheim, ou qu'il n'aime pas d'ailleurs, mais peu importe, et tout joue à plein. Et c'est là qu'il va faire vraiment fond. Et c'est ça qui rend le texte vraiment intéressant, et dans ce qui est un vrai essai d'histoire immédiate, avec un pragmatisme d'auteur, où on voit ses convictions républicaines apparaître très souvent, avec donc à partir donc de réflexions sur les mentalités, les faits psychologiques, les groupes, les individus, le poids de la politique. Cet essai d'histoire immédiate montre que Bloch réfléchit à la façon dont les Français ont perdu, non pas le goût, mais les réflexes face au risque de guerre. Et donc il s'interroge là-dessus. C'est pour ça qu'il ne faudra pas chercher sur l'avant-guerre. Alors on a fait des reproches à Marc Bloch. C'est pas complet, il manque des trucs. Bon, c'est vrai, il manque des trucs. Par exemple, il n'y a pas d'analyse de la politique extérieure française de 18 à 39. Il y a quelques éléments. Il y a une attention à la relation France-Angleterre, mais pas complète. Il y a tout ce qui est la politique attentiste face à l'URSS qui ne sort pas vraiment. Il y a plutôt une réflexion sur ce qu'aurait dû être l'alliance avec les Britanniques. Et Bloch s'est attaché à montrer donc, les explications d'ordre intérieur. Là-dessus, donc, il est allé le plus loin qu'il pouvait aller en tant qu'observateur. Et donc, en réalité, je vais citer ici Julien Gracq. Julien Gracq a dit une couche épaisse de pieux mensonges, et la gauche y a contribué comme la droite, nous masque cette singularité instructive qu'aucun autre peuple d'Europe n'a connue. Par 3 fois, en 92, en 1870 et en 1939, les Français se sont lancés dans 3 grandes guerres en se haïssant entre eux plus qu'ils ne haïssaient l'ennemi. Et donc, ce que dit Gracq ici, je ne pense pas que Bloch l'aurait contresigné. Mais en réalité, c'est bien de ça dont il nous parle, c'est-à-dire penser la division. Et donc, c'est pour ça qu'il faut reprendre donc, les lacunes de l'éducation, les problèmes donc, le problème du pacifisme, donc les divisions politiques des Français, et avec une lacune qui vont rester étonnante dans les tranches des faits, c'est la guerre d'Espagne. Comment se fait-il que la guerre d'Espagne, où la guerre civile rôde, je veux dire, elle rôde en France, elle est déclarée en Espagne, mais elle rôde en France, comment se fait-il que Bloch, qui pourtant a participé à des événements sur la guerre d'Espagne, etc., comment se fait-il qu'il n'en parle pas, ou vraiment juste par allusion. Bon. Donc, Bloch va s'intéresser ensuite au reclassement dans ces chapitres, et notamment, si le mot étrange apparaît, c'est parce qu'il y a l'alliance de fait entre pacifistes de gauche et une partie de la droite. C'est là qu'est l'étrangeté réelle. Donc, et ce qui permet d'accepter la défaite. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que ce qui intéresse Bloch, c'est comment on renonce à la guerre, et donc Bloch va aller voir, va chercher chez la bourgeoisie française, avec des explications diverses, donc ce qui est l'origine de cet abandon. Ce qui m'apparaît moi, mais qui est moins présent dans les explications jusqu'à aujourd'hui, c'est la crise de civisme républicain. D'accord ? Donc voilà. Alors, et pourtant Bloch l'identifie très clairement. Alors, cet aspect de crise de civisme républicain, je vais le laisser de côté maintenant. Le texte de L'étrange défaite, est-ce que c'est une autobiographie ? On pourrait penser que oui, dans la mesure où Bloch contrôle son témoignage, mais en même temps, il se laisse aller, quoi. Il se laisse aller, et donc il y a ce qu'il dit du général Blanchard et de la double capitulation. Donc ça, c'est des remarques personnelles très dures. Et puis, il y a ce qu'il dit sur Dunkerque, sur la campagne belge, la campagne de Belgique, où il ne cite pas Napoléon, mais il cite Ney, alors qu'il sait pertinemment, il enseigne la guerre, il enseigne la campagne de Belgique en 1815, et il parle de Napoléon ailleurs. Donc, moi, je crois qu'il faut bien comprendre que cette partie donc, du texte se termine effectivement par un appel à l'action. Et j'ai mis volontaire de l'an 2, la libération à venir, mais je vais vous dire, je pense que le capitaine Petsec, certainement, certainement autoritaire, peut-être bienveillant, mais autoritaire et qui sait se faire obéir, il se voyait plus en représentant en mission façon Saint-Just qu'en volontaire de l'an 2. Mais ça, si vous voulez, c'est mon impression personnelle. Alors donc, et donc cet appel est célèbre, c'est-à-dire l'appel à la bagarre, et ce qui va recréer la France. Je voudrais maintenant aborder un peu rapidement la longue durée de l'étrange défaite. La longue durée de l'étrange défaite, on peut la chercher dans divers
dans divers... Alors, on peut se saisir de l'étrange défaite quand on est du métier. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait quand on est historien, hein? Alors, d'abord, pour mémoire, ne rien faire. Hein. Il y en a qui n'en font rien. Ou il y en a qui critiquent, alors qu'ils le disent, qu'ils l'écrivent pas. Hein. Moi, je l'ai entendu, on m'a dit, écoutez, l'argent, vous allez vous occuper de l'étrange défaite. Ça a déjà été fait des dizaines de fois, donc faites ça. Donc, c'était pour un colloque en 2004. Donc, bon. Alors, le livre, est-ce qu'il est... Il y a ceux qui vont reconnaître une influence, sans que c'est quelque chose de décisif dans leur carrière à eux. Et ça, donc, j'ai pris Maurice Agulon, à dessein, puisqu'il était de la maison ici. Et donc, Maurice Agulon, en quelques lignes, montre bien ce qui est important pour lui dans l'étrange défaite. Et on voit bien, la réflexion va loin. Hein, on voit bien qu'il avait lu de très très près. Et bon, il n'est pas le seul. Hein, je ne peux pas faire l'inventaire. Il faudrait vraiment ouvrir largement. Ça, je ne l'ai pas fait. Mais et alors ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est ceux qui utilisent l'étrange défaite comme élément de recherche. Pierre Laborie, dont il a été question tout à l'heure, c'est très clair. Donc, l'opinion publique, etc. Mais pour les problèmes militaires, c'est moins net. Alors, il y a ceux qui vont aller chercher des éléments pour leurs analyses. C'est le cas d'Audouin Rousseau sur la guerre. Et donc, c'est les historiens de la guerre, d'ailleurs, qui font revenir donc, l'étrange défaite au premier plan. Alors, dans les années 90. Alors, donc, il y a ceux qui vont travailler à partir de l'étrange défaite sur les mentalités, l'histoire rurale, etc. Donc, le texte lui-même, il faut le montrer comme étant à cheval sur plusieurs historiographies. Et là, juste signaler des choses qui sont bizarres, mais les historiens militaires français ne l'utilisent jamais. Jamais. Il est dans la biblio, mais il n'est pas cité. Quand on en a besoin du désordre, de l'effondrement de l'état-major, on va chercher Priou. Hein. Vous comprenez, un général, c'est mieux qu'un capitaine, bien sûr. Quoi. Donc, ce problème-là, il faut bien le voir que c'est un problème. Quelle est la légitimité de Marc Bloch dans l'histoire militaire? C'est ça que ça pose comme question, hein, et pour des historiens militaires français. Et on va chercher d'autres gens. Alors, je les ai publiés, j'ai publié quelque chose là-dessus. Je passe là. Et donc, par exemple, il y a un collabo notoire hein, qui fait un constat assez proche de Bloch sur l'armée française. Et il y en a un en 1946 qui avait été, même année que Marc Bloch, donc, qui avait été l'adjoint de Gabelin jusqu'en 1936, peu importe. Donc, Marc Bloch n'est pas utilisé pour la Seconde Guerre mondiale, ou très peu. Marc Bloch n'est pas non plus utilisé pour étudier, par exemple, le rapport des Français à la chose militaire. Je veux dire, il est d'une richesse infinie là-dessus. Mais le rapport des Français à l'institution militaire, moi, je cherche ceux qui prennent Marc Bloch à bras-le-corps pour le... Bon, voilà. Alors, pour les enjeux mémoriels, et je finirai là-dessus, les enjeux, les enjeux de mémoriel, il y a plusieurs choses. Il y a le côté très personnel de Bloch dans ce qui est formule, définition. Le passage sur la bourgeoisie est très célèbre, mais il faut savoir que, par exemple, que le malgré nous Jean Meyer, hein, parce que les modernistes le connaissent, hein, et Jean Meyer donc, aimait beaucoup ce passage donc, sur la bourgeoisie de Marc Bloch. Il l'a dit, bon, voilà. Donc ça peut être utilisé par des tas de gens. Hein, bon. L'étrange défaite, ça peut servir donc... à justifier le déclinisme de la France, ça peut justifier aussi plein d'autres choses, et donc ça peut justifier des prises de position diverses, etc., et avec des choses qui sont des citations hors contexte. Hein. Et donc moi j'ai proposé sur le fond de dire que Bloch, c'est dans l'étrange défaite un passage très simple, soyons conceptuels, de la culture de défaite où on reçoit un coup sur la tête, à la culture de la défaite où on problématise la défaite dans un sens soit de la résistance, soit de l'acceptation. Et c'est aussi un plan qu'il faut maintenant voir, c'est-à-dire que le livre lui échappe. Le livre lui a échappé, enfin, je veux dire, et nous échappe. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a la citation des deux catégories de Français où on ne rappelle jamais le Front populaire qui suit. Hein. Donc, voilà. Alors, je m'étais posé la question des sources culturelles, mais je vais y revenir juste pour un... Bloch apparaît maintenant dans des thèses d'histoire littéraire. Hein, il apparaît maintenant, là, par exemple, sur le corpus des romans sur la guerre mondiale, etc.
Il apparaît aussi dans les formules répétées, l'étrange renoncement, l'étrange capitulation, l'étrange témoin, Maringo, l'étrange victoire, etc. Donc, bon, l'étrange procès, c'est le procès Papon, on passe. Paresse d'esprit, moi, le prochain qui me parle de ça, je lui parle de Stevenson et de l'étrange cas du Dr Jekyll, et ce qui me rappe donc bien davantage que tout ça. Ce qu'il faut juste comprendre, hein, et je crois que c'est mon dernier mot, c'est le texte de Bloch renvoie en fait à 3 types de comportements devant l'effondrement. L'adhésion à ce qui justifie le renoncement, l'analyse intellectuelle comme engagement citoyen et la nécessité de résister face au pouvoir autoritaire. Et ça, Bloch l'intériorise immédiatement dans l'été 40 avec tout ce qu'il avait fait avant, qu'il avait fait réfléchir sur le nazisme, etc. etc. Donc tout ce dont on a parlé auparavant. Voilà, je vous remercie. Bon.